by your courage and conviction. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Alors que les Libyens doivent en principe élire leur président dans 3 jours pour sortir d'une situation de crise et de conflit qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi en 2011, l'organisation de ce scrutin qui représente un gros défi pour les autorités intérimaires demeure incertain. Entre contestation judiciaire, absence de liste de candidats, campagne retardée, la Libye est-elle sur le point de reporter la cruciale élection du 24 décembre ? Quelles sont les conséquences potentielles pour la Libye et la région si l'élection ne se tient pas ? Tout de suite, décryptage. Bonsoir et bienvenue à tous. Exceptionnellement, ce mardi, Décryptage sera divisé en 2 parties. La première sera consacrée à la conjoncture libyenne qui se prépare à une élection capitale. Et la deuxième partie, que vous retrouverez samedi à 22h sur la dimension diplomatique et géopolitique de la question libyenne. Avec moi aujourd'hui dans Décryptage, Gilbert Kmato. Vous êtes ancien collaborateur de Muammar Kadhafi, spécialiste de la question libyenne. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Également avec nous, Kasongo Ilunga, vous êtes politologue Congo-Kinshasa. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous aussi. Également avec nous via Skype, Giuseppe Akunsia, vous êtes spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on commence tout de suite avec vous, Gilbert Kmato. Quel avenir pour la Libye après 10 ans de troubles, après l'agression de la Libye qui a conduit à la chute de la Jamahiriya? Monsieur Kmato, vous qui avez collaboré de très près avec le colonel Kadhafi. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne internationale et également à tous les compagnons. C'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, un plaisir renouvelé, parce que je pense que la deuxième fois que je passe en direct sur votre chaîne. Merci. Le 23 octobre dernier, j'étais en train de commettre mon premier livre que j'ai écrit sur la Libye de 2011. Et c'est encore sur le parcours international. Il s'agissait bien évidemment d'un livre sous-titré Libye 2011, le plan macabre de la destruction de la Libye de Kadhafi. Je l'ai sorti, n'est-ce pas, aux éditions Thick Books. Ça, c'est un livre préfacé par l'ex-sénatrice américaine Cynthia McKinney. Oui. Donc, tout au long, pendant une décennie, j'ai travaillé au comité, à la direction générale du comité central du mouvement des comités révolutionnaires. Oui. Donc, j'ai une connaissance et des informations bien précises sur ce qui se passe en Libye. Alors, justement, la question nous intéresse. Revenant à votre préoccupation, vous vouliez savoir, n'est-ce pas, quel est l'avenir, n'est-ce pas, de la Libye après 2011. 10 ans après, tout à fait. Voilà, 10 ans après. Donc, on peut comprendre tout à l'heure, tout de même, que la situation en Libye présage jusqu'à l'heure actuelle un lendemain pas sûr, tout simplement parce que les acteurs qui sont sur le terrain ne s'entendent pas. Non seulement les acteurs nationaux, mais également les acteurs internationaux, la soi-disant communauté internationale qui a contribué à empirer la situation de la Libye. Vous savez, ce pays, c'est un pays des résistants. Et depuis la révolution verte du 1er septembre 1969, Kadhafi avait exercé tout son pouvoir pour amener la paix et la stabilité et ensuite le développement au niveau de la Libye. Ça a été un havre de paix jusqu'en 2011, où la soi-disant communauté internationale a colporté des mercenaires internationaux qui sont venus détruire tout un peuple qui n'avait rien demandé à l'étranger, qui n'avait même pas interpellé les gens, la soi-disant communauté internationale pour venir lui apporter la démocratie. En fait, la démocratie, c'est la démocratie par les bombes. Et tout le monde découvre aujourd'hui. Oh, sur le terrain, vous avez vu,
certaines personnes ou certains analystes peuvent dire qu'il y a 2 tiers du pays qui sont entre les mains du général Khalifa Haftar, qui lui-même était un ancien agent de la CIA, aujourd'hui en collaboration avec tous les renseignements occidentaux. Nous avons à Tripoli un gouvernement fantoche qui est dirigé par ceux qui sont, qui n'arrivent pas à dépasser les frontières de l'Ouest pour aller ailleurs, légitimer leur pouvoir. Donc, sur le terrain, et avec les dernières informations qui me sont parvenues de Tripoli, il y a le matériel électoral qui a été saisi par certaines bandes armées. Il y a des bandes armées qui sont venues s'accaparer, n'est-ce pas, de certaines administrations au niveau de Tripoli. Bon, ces élections qui sont envisagées d'ici le 24 décembre... Justement, M. Kamto, à 3 jours de l'élection, suivi de près par le peuple libyen, mais aussi par la communauté internationale, particulièrement par... Le peuple libyen, où dans cet enjeu? Le peuple libyen absent. Oui. Parce que le peuple libyen est absent de ce jeu. Vous êtes sans ignorer que tout récemment, il y a eu une recrudescence des violences et des agressions au niveau du sud, au niveau du centre-sud de la Libye, plus précisément au niveau de Saba, qui semble être un bastion de la résistance verte. Vous savez que tout le sud libyen, c'est un sud qui est toujours actif, n'est-ce pas, à la cause de la révolution de la Camarilla. Et que subitement, on vient forcer un peuple qui a pris plus de 44 ans à s'autodéterminer sur des questions importantes du pays. Monsieur Kamto, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour la réussite de cette échéance électorale? Est-ce que l'élection en Libye a-t-elle une chance de se tenir? Avec cette recrudescence, n'est-ce pas, de la violence, le fait que certaines administrations sont prises d'assaut par des groupes rebelles au niveau de Tripoli et dans certains coins du pays, présage un lendemain pas radieux pour les élections. Donc, les élections du 24 risquent d'être cantonnées à certains coins de la Libye, mais ils ne justifieront pas l'apport exceptionnel de la population ou bien du peuple libyen, ni l'adhésion du peuple libyen. Giuseppe Acconcia, si vous êtes avec nous, vous êtes journaliste italien, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste de la géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Vous suivez de près l'évolution depuis le début de cette crise sur la rive sud de la Méditerranée. À ce propos, Monsieur Giuseppe, quelles sont les forces les plus pesantes et les candidats les plus sérieux en vue de ce scrutin? Je sais très bien que Seif al-Islam a un soutien, surtout dans les villes qu'on disait, mais même pas celle qu'elle a. Et Ahmed Maïteg est un homme politique très intéressant qui a toujours joué un rôle dans le cadre de la stabilisation du pays et des conseils de transition qui se sont suivis dans les pays après 2011-2012. Mais peut-être l'homme politique qui a joué le rôle le plus intéressant, plus important dans les derniers mois a été Dbeibeh. Même il aura un rôle dans le cadre des résultats des élections. On sait très bien qu'il est un businessman qui vient de Misurata, donc il a un soutien qui vient surtout de cette ville qui est très important dans le cadre du contrôle de Tripoli et de la capitale libyenne. Donc ça serait possible que Dbeibeh continue à contrôler le pouvoir s'il y a la possibilité d'avoir une campagne électorale. Et même Al-Menfi a dû se donner dans un lieu tranquille parce qu'il y avait la brigade Al-Samoud qui vient de la ville de Misurata qui a entourné certains palais des institutions. Il y a eu un manque d'électricité à Tripoli et ça c'était causé par une décision politique de changer le responsable militaire de Tripoli, Abdel Basset Marwan, avec Abdelkader Mansour, qui est considéré un peu plus neutral, et même en considérant Monsieur Acconcia, quelles sont les possibilités de participation des candidats les plus influents?
si tous les candidats vont participer aux élections, il y aura bien de possibilités pour candidats comme Khalifa Haftar, qui a un pouvoir dans la zone est du pays. On sait très bien que même dans les élections qui sont suivies après les attaques de la NATO en 2012 et après, il n'y a eu jamais un ouvert débat politique en Libye, et même la société civile libyenne a eu des problèmes à s'organiser, à se structurer, à s'organiser d'un parti politique, donc à participer aux élections comme il y a eu lieu dans les autres pays. On peut quoter, on peut nommer l'Algérie, la Tunisie dans les dernières années. Et un peu comme en Égypte, il n'y a pas eu un débat politique suffisant. Et j'espère que ça aura lieu dans le futur, mais vraiment, ça est trop court pour avoir ça aux élections qui devraient avoir lieu avant de la fin de l'année de 2021. Et en même temps, il y a une très forte présence des émissaires internationaux qui essayent de négocier autour de la possibilité qu'il y ait les élections, et en particulier Stephanie Williams, qui représente les Nations Unies en Libye et a visité Misurata, et est un peu la figure plus intéressante parce qu'elle a négocié le cessez-le-feu qui a eu lieu il y a 2 ans, et même elle est en train de négocier les jours avant les élections, la possibilité même que les élections aient lieu dans le jour qui a été décidé. Mais la campagne électorale va être très courte parce qu'en fait, ça manque juste quelques jours, et encore, on n'est pas certain que les élections vont avoir lieu. Alors, Monsieur Kasongo Ilunga, vous êtes politologue Congo-Kinshasa. Quelles sont, selon vous, les conséquences potentielles pour la Libye si l'élection ne se tient finalement pas ? Oui, on sait déjà très bien, de par les informations en notre possession, qu'il y a comme l'Union de la Nation qui dit être prêt pour organiser les élections et fustige tout report. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui il n'y a pas organisation effective des élections, eh bien, ça va pérenniser encore la situation sur terrain. Donc, cette crispation-là, et je pense qu'il y aura accentuation, n'est-ce pas, du conflit. Parce que lorsque déjà une partie prenante s'est dit qu'elle est contre tout report, ça veut dire que au cas contraire, si, n'est-ce pas, son aspiration n'est pas respectée, eh bien, elle va user d'autres méthodes pour se faire entendre. Donc, je pense qu'il y aura accentuation, n'est-ce pas, des conflits sur le terrain. Très bien. Monsieur Kamto, de votre côté, quelle est votre lecture de ce scénario envisagé ? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, vu la popularité de Saif Islam, qui, il faut le rappeler, est le deuxième fils du colonel Muammar Kadhafi, qui en son temps avait suscité entre 2007 et 2011 un plan de reconstruction de la Libye, ce qu'on appelait Libya El Khat, la Libye de demain, où un plan d'investissement de près de 200 milliards de dollars avait été mis en jeu pour reconstruire le pays, et que la horde des barbares, ce que j'appelle la soi-disant communauté internationale, est arrivée en 2011 pour tout écraser, détruire le plan de reconstruction de la Libye. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que sur le plan local, le gouvernement de Tobruk et celui de Tripoli est venu à bout, n'est-ce pas, d'une résolution, et cette résolution est à mettre à prix la tête de Saif Islam. Parce que c'est celui que le peuple a besoin, c'est celui que le peuple veut pour reprendre les aspirations du peuple libyen. Alors il faut absolument, et voilà pourquoi tout récemment vous avez vu, tout le Sud était en guerre, parce qu'on recherchait la tête de Saif Islam. Déjà, sur ce plan, vous devrez comprendre que les élections sont d'ores et déjà biaisées. Ça, c'est pour réactualiser le débat. Donc, Saif Islam peut être mis à prix parce que 2 bandes rebelles, celle de l'Est, qu'occupe, n'est-ce pas, l'agent de la CIA qui est Khalifa, le général Khalifa,
Haftar qui s'est proclamé maréchal, et qui s'est autoproclamé maréchal, et de l'autre côté, le gouvernement de Tripoli qui est mis en place par l'alliance franco-britannique, appuyée par les Américains. Bref, sur le terrain, il ne faut pas s'attendre à des élections transparentes et libres. Et à ce propos, propos, M. Akounsia, si vous êtes toujours avec nous, quelle est la cartographie des forces politiques sur le terrain en Libye? Dites-nous. La Libye est toujours dans une situation politique très compliquée après les attaques qui ont été décidées par France et Grande-Bretagne et la NATO en 2011. Et en fait, ce qu'on peut dire là est que la Libye est maintenant contrôlée par plusieurs forces et milices qui se partagent les territoires, et il y a centaines et centaines de miliciens qui contrôlent les territoires libyenne, et en même temps il y a une espèce de guerre qu'on peut considérer comme gérée par des puissances étrangères. Donc d'un côté il y a la Turquie qui est très présente en Libye et surtout à Tripoli, et a pas mal joué un rôle quand il y a eu les accords de Skhirat en 2015 qui ont amené Fayez al-Sarraj au pouvoir, surtout dans le côté ouest de la Libye, même s'il a essayé de 2015 jusqu'à l'année passée de contrôler tous les pays. Il n'a pas pu complètement le contrôler parce que de l'autre côté, il y avait Khalifa Haftar qui a le support de l'Égypte et même d'autres pays du Golfe et l'Arabie Saoudite qui veulent contrôler les pays à travers le général. Et il y a même d'autres pouvoirs. La Russie a toujours joué un rôle en Libye, surtout en soutenant Haftar en Cyrénaïque et avec le contrôle des contracteurs Wagner, des drones chinois Winglong qui venaient en Libye à travers les Émirats. Et de l'autre côté, comme on disait, la Turquie qui a le contrôle surtout dans le côté de la Tripolitaine, donc dans la région de Tripoli, a envoyé Bayraktar TB52, donc encore les forces turques qui ont le contrôle dans ce côté du territoire. Merci, Monsieur Ilunga. L'Union africaine conduit un processus de médiation dirigé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Quel est l'avenir de ce processus en vue d'une solution pacifique comme préconisé par la charte de l'Union africaine à cette crise libyenne? En tout cas, moi, je salue déjà, n'est-ce pas, la position de l'Union africaine avec toutes les tentatives qu'elle fait actuellement pour, n'est-ce pas, essayer un peu de décrisper, n'est-ce pas, l'atmosphère sociopolitique en Libye. Mais cependant, il faut aussi comprendre que c'est aux Libyens que revient, n'est-ce pas, la dernière décision. Parce qu'une nation ne se construit pas avec des conflits. Une nation ne cède pas. Et il faut comprendre que le conflit ou bien la guerre en Libye, c'est une guerre par procuration, comme vient même de le dire mon prédécesseur. Donc il y a ces tendances-là, ces pays-là, n'est-ce pas, occidentaux, qui usent, n'est-ce pas, des rebelles, qui dotent des rebelles des armes pour, n'est-ce pas, fragiliser le pays. Et derrière ça, ils profitent compte tenu de leurs intérêts. D'où la position de l'Union africaine, elle est bonne parce que on doit aller dans la situation actuelle que peut mettre en place la Libye. C'est une solution purement politique. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils sont une nation, ils doivent, n'est-ce pas, déposer les armes et savoir comment mettre une gouvernance participative et savoir que si ils demeurent si divisés, alors c'est contre même, n'est-ce pas, l'essor et n'est-ce pas, l'émergence de leur pays. Donc nous, en tant qu'Africains, on voit cela, on soutient l'Union africaine et on soutient le peuple libyen. On les appelle, n'est-ce pas? On l'appelle plutôt à cette conscientisation-là, de comprendre qu'ils doivent former une nation, ils doivent relever les défis que leur impose l'Occident, parce que nous comptons aussi sur eux, de même qu'eux devront compter sur nous aussi au niveau subsahérien. Merci.
Vous avez parlé de l'Occident, Giuseppe Acconcia. La France a joué un rôle clé dans la déstabilisation de la Libye et de la région de manière générale. Cette action a été fortement critiquée, y compris par de nombreux pays de l'Union européenne qui souffrent des conséquences de la situation en Libye, notamment l'Italie voisine où vous vous trouvez et l'Allemagne qui a organisé la conférence de Berlin. Quid de l'agenda français et de la position européenne, Monsieur Giuseppe? La France est plutôt compliqué de discuter sur la position française en Libye parce qu'en fait, les autorités françaises, la France et Macron et les autorités françaises officiellement ne soutiennent pas et ouvertement ne soutiennent pas Haftar, mais ils ont toujours soutenu les accords de Skhirat, Fez al-Serraj, le gouvernement de Tripoli. Mais tu as raison qu'au même temps, la France a soutenu le gouvernement de Tripoli et Haftar en Cyrénaïque. Donc, la France a toujours manipulé les forces politiques libyennes et l'a fait à travers l'utilisation de l'Égypte comme as de pouvoir. On sait très bien l'importance qu'il a Al-Sisi, Abdel Fattah Al-Sisi, le président égyptien, par rapport aux intérêts économiques financiers français dans la région, dans le nord d'Afrique, après les coups d'État de 2013. Et ça se voit très bien en Libye, où le soutien qui arrive à Haftar par la France a toujours donné beaucoup de pouvoir à ce général, qui en fait, il n'avait pas tellement de pouvoir en 2014, quand il a essayé plusieurs fois d'arriver à Tripoli. Il n'a pas pu arriver à Tripoli. Donc, on peut dire que la France a beaucoup de responsabilités dans la situation chaotique qui maintenant est alliée en Libye. Vous parlez de déstabilisation, Gilbert Camto. Si vous voulez intervenir sur la même question, je vous écoute. Oui, je reste dans ma position, je reste campé dans ma position, tout en disant que les forces présentes au niveau de la Libye ne sont pas là pour accompagner le peuple libyen vers la recherche de la paix. Et tout le monde, je pense que tous les panélistes conviennent avec moi que la paix ne peut revenir que par les Libyens eux-mêmes. Et à partir du moment où certains Libyens ont été importés pour venir en Libye participer dans les affaires du pays sans en être préparés, pose un problème. On ne peut pas importer et transporter des soi-disant politiciens, des agents des services de renseignement de l'extérieur pour venir diriger un peuple. Je pense que les dirigeants actuels ou bien les dirigeants du peuple, les dirigeants propres du peuple libyen sont tous en exil. Tout ce qu'on est en train de voir, les enjeux qui sont sur le terrain, c'est les enjeux de la matière première, c'est les enjeux de la position géostratégique militaire. Et je pense que il en va, n'est-ce pas, de mon intervention, de mon analyse sur le deuxième sujet qui doit porter, n'est-ce pas, sur l'Algérie. Donc la Libye est à la croisée des chemins. Entre toutes ces forces, la force de l'OTAN, on a évoqué la présence de la Turquie. Mais nous sommes sans ignorer que la Turquie est la deuxième force militaire de l'OTAN. Donc, ce que la Turquie peut faire en Libye, c'est ce que les Américains veulent que ce soit fait en Libye. On sait que du côté de l'Europe, bien qu'il y ait des alliances entre euro-américaines, mais on sait que les Européens cherchent de temps en temps à obtenir leur propre autonomie vis-à-vis de la métropole américaine. Oui. Donc, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, nous sommes à quelques jours, nous sommes à moins de 3 jours des élections, soit les bombes vont encore crépiter au niveau de la Libye, soit ici, il y a même élections, je l'espère bien, les urnes doivent être détruites ou emportées, donc il n'y aura pas une élection véritable tant que la question centrale de la réconciliation nationale ne sera posée. Oui. Je vous ai dit au jour d'aujourd'hui que Benghazi ou bien Tobruk et Tripoli ont une alliance tacite pour la mise à prix de ces Vietnam qui se retrouvent dans le sud libyen. Et voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on peut essayer de voir une accalmie des braves. Mais c'est juste parce que c'est à tête chercheuse. Et maintenant, le rôle des puissances, des nouvelles puissances
celle de la Russie et la Chine. Jusqu'à l'heure actuelle, leur position n'est pas claire en ce qui concerne la Libye. Leur position n'est pas claire. Parce que si la position était claire, on devrait savoir qui, parmi les près de 98 candidats, voire les 25 candidats reconnus, qui de ces candidats-là est proche de l'alliance sino-russe. Mais on ne voit pas. Donc, tout est flou à quelques jours, n'est-ce pas, des élections présidentielles au niveau de la Libye. Tout à fait. Monsieur Ilunga, je vous vois, vous voulez réagir. On a parlé du rôle de l'Afrique, on va parler cette fois-ci de l'Algérie, comme abordé à l'instant par Monsieur Kamto. L'Algérie qui est un acteur majeur de la zone afro-méditerranéenne. Alger a d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, accueilli dernièrement la réunion des pays du voisinage de la Libye qui préconise le désarmement des milices et le retrait de toutes les forces étrangères présentes sur le sol libyen. L'Algérie qui encourage également une sortie de crise interlibyenne en tant que panafricaniste. Que pensez-vous de cette solution que l'Algérie propose depuis le début de cette crise? Je rappelle donc qu'elle propose une solution libo-libyenne soutenue par l'Union africaine. Oui, moi je pense que l'Algérie a totalement raison et je soutiens cela. Mais si j'avais besoin de réagir, c'est compte tenu de ce que parlait M. Kamto. Il a totalement raison et je pense que tout Africain devrait comprendre, n'est-ce pas, le rôle que joue chaque pays, n'est-ce pas, qui intervient dans le conflit libyen, soit dans le soutien ou bien dans toute intervention. Il faut comprendre que toute personne, tout État, n'est-ce pas, a des intérêts qu'il veut, n'est-ce pas, protéger. Mais en parlant de l'Algérie actuellement, c'est vrai, mais cependant, il y a un défi. Il semble qu'il y ait un petit problème de connexion. Donc, j'en reviens à vous, Gilbert Kamto. Quelle solution pour la Libye pour clore ce débat ensemble? Bon, je l'ai dit et je continue toujours à le dire. Est-ce que l'élection constitue réellement une solution à la crise? Oui. L'Algérie a été très lente pour des prises de position politiques et militaires pour ce qui concerne la Libye. Et je l'ai dit, depuis 2011, l'Algérie devait prendre fait et cause qu'après la Libye, ça ferait elle. L'Occident n'a pas perdu de vue qu'il faut, au niveau du Maghreb, déstabiliser toutes les forces montantes. La position de l'Algérie est claire, si je peux me permettre, elle multiplie... Algérie, Afrique oui. et Russie. Allô? Oui, on vous écoute. Je disais que la position de l'Algérie est claire quand même. Elle a toujours soutenu des positions claires, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Donc, elle est pour une solution libo-libyenne. Je pense que il n'est plus question de l'ingérence, ma chère sœur. Parce que de l'autre côté, on parle de non-ingérence, alors que de l'autre côté, on parle de l'ingérence. Mais elle multiplie les médiations, vous êtes d'accord avec moi? La résolution de 1973, qu'est-ce qu'elle stipulait? Le no-fly zone. No-fly zone, on établit un espace de non-survolement des appareils volants militaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'opération militaire franco-britannique qui venait frapper à bout le peuple libyen. Et il ne faut pas se cacher, l'Algérie est une puissance au niveau du Maghreb. Elle ne peut pas rester indifférente à parler de l'ingérence pendant que de l'autre côté, on parle de l'ingérence. Nous parlons des élections, nous venons de sortir du thème des élections. On a en face de nous l'ingérence ouverte de l'alliance franco-britannique turque au niveau de la Libye. Et l'Algérie doit rester tranquille en disant non, on parle de non-ingérence. Non, elle doit s'ingérer. Parce que de la souveraineté de la Libye en dépend la souveraineté algérienne. Et nous saluons, moi particulièrement, je salue l'acte qui vient d'être né entre Bamako, Alger et Moscou pour une alliance de fait pour transformer la zone sahélienne en zone de paix. Pour que la paix revienne au niveau du Sahel, il faut que l'Algérie s'implique profondément pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, les peuples du Sahel à revivre la paix et la stabilité qu'elles avaient avant 2011. Monsieur Kamto, nous n'avons plus beaucoup de temps. Très rapidement, quelle est votre évaluation de l'avenir potentiel dans la région nord-africaine, s'il vous plaît, rapidement? Mon vœu le plus sincère, ma chère sœur, c'est que
au-delà de l'alliance actuelle entre l'Algérie et Moscou, il faut une alliance forte. Merci beaucoup Gilbert Camto. Je rappelle que vous êtes ancien collaborateur de Mohamed Kadhafi, vous êtes spécialiste de la question libyenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Kassongo Ilunga, très rapidement, quelle solution pour la Libye? Est-ce que ces élections constituent réellement une solution de sortie de crise? Très rapidement, s'il vous plaît, nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, je pense que vous m'entendez. Mais oui. Cependant, je pense que c'est pas une solution directe, mais cependant, c'est un préalable parce que cela donne, n'est-ce pas, aux Libyens d'essayer un peu de montrer à l'aspiration du monde entier son aspiration, je me répète. Mais cependant, c'est un préalable et priver cette opportunité-là aux Libyens risquerait de crisper encore l'atmosphère. Voilà pourquoi même la façon dont donc les règles du jeu doivent être respectées. Et je pense que même si ce n'est pas une solution directe, c'est un préalable qui ferait à ce que les dirigeants qui seront issus de ces élections-là pourront, n'est-ce pas, mettre en place des politiques publiques de réconciliation nationale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kassongo Ilunga. Je rappelle que vous êtes politologue Congo-Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Giuseppe Akunsia, pardon. Vous êtes spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Al24 News. Et on se retrouve samedi 22h pour un nouveau décryptage spécial Libye. Très bonne soirée à tous.